Les socialistes à l'exercice du pouvoir. Les contradictions des lendemains de libération. Comme je l'ai dit, non seulement les socialistes ont inspiré l'essentiel du programme du CNR, mais ils vont être également les principaux inspirateurs des programmes de la libération et la pièce principale des gouvernements provisoires. Blum écrit un petit fascicule qui s'intitule « Le socialisme maître de l'heure ». J'ai mis un point d'interrogation parce que, pour le coup, on a raté le coche. De Gaulle s'en va en 1946. Blum même va lui succéder quelques mois comme chef du gouvernement provisoire de la République française. Et la SFIO va se retrouver coincée dans une concurrence avec un centre-centre-gauche qui est le mouvement républicain et populaire. Le MRP, c'est grosso modo les démocrates chrétiens. Et une concurrence à gauche avec le Parti communiste français, qui est le premier parti de France, avec 28,5% des suffrages en 1946. Le parti qui sort de la clandestinité se reconstitue autour de Daniel Maillard et de Léon Blum, mais Daniel Maillard et Léon Blum sont mis en minorité par les cadres du parti au congrès de 1946. Les cadres du parti défendant une vision classique, c'est-à-dire Troisième République de ce qu'était la SFIO, et c'est Guy Mollet, député du Pas-de-Calais, qui est élu secrétaire général de la SFIO. Alors il se trouve qu'il y a une réforme des statuts du parti qui a été proposée par Daniel Maillard et Léon Blum. Blum ayant très mal vécu les violents conflits de tendances dans la SFIO entre deux guerres, et il propose la suppression des tendances et de la représentation proportionnelle. Ils seront donc les premiers à en faire les frais, puisqu'ils sont minoritaires, dégage. En tout cas, dégage de la représentation dans les instances du parti. Les tendances sont interdites. La SFIO continue d'avoir un vocabulaire très marxiste, mais une ligne anticommuniste. Et les politiques gouvernementales qui vont être mises en place dans des gouvernements de rassemblement avec une partie de la droite, les radicaux, ce qu'il en reste, et le MRP vont être finalement assez conservatrices. La guerre froide entraîne la rupture définitive du Parti communiste avec le reste des partis issus de la libération. Les grèves générales sont organisées par la CGT sous contrôle communiste contre les politiques de relance de l'activité et de reconstruction que les communistes avaient eux-mêmes aidé à mettre en place de 1945 à 1947. Et en 1946-1947 se crée la scission de la CGT, qui est Force ouvrière. Les socialistes refusant de rester dans une organisation qui est passée sous contrôle communiste pendant la guerre. La création de FO se fera aussi grâce aux généreux argent de la CIA. La Fédération de l'éducation nationale, qui jusqu'ici était rattachée à la CGT, prend son autonomie des deux autres. C'est-à-dire que la FEN choisit d'être ni FO ni CGT. Et la FEN restera le seul vrai syndicat, à part la SGEN CFDT, de l'éducation nationale pendant une bonne quarantaine d'années, voire plus. Coalition de troisième force, incohérence et déclin de la SFIO. Donc, un nouvel acteur politique est apparu à la fin des années 40, c'est le Rassemblement du peuple français, du général de Gaulle. Donc on a, on va dire, pour faire vite, dans ce qui est la mythologie de l'époque, un danger sur la droite, le RPF, et un danger sur la gauche, qui est le PCF. Donc, les gouvernements s'organisent pour éviter ces deux dangers. Donc, ce sont des gouvernements de coalition et de défense entre SFIO, radicaux, UDSR c'est le petit parti de Mitterrand à l'époque, et le MRP. Et dans une ambiance d'instabilité ministérielle chronique et très paralysante. Le malaise à la SFIO grandit, sa doctrine est obsolète, ses politiques de compromis sont sans initiative, et la SFIO connaît à partir de là un déclin électoral et militant. Surtout que, vu qu'il n'y a plus de représentation de tendance en interne, tous ceux qui ne sont pas d'accord finissent par prendre la porte. Finalement, c'est Pierre Mendès France qui apparaît à l'époque, Pierre Mendès France qui est membre du Parti radical, qui apparaît comme la figure marquante de la gauche, et qui va surtout apparaître comme une personnalité importante pour la gauche, notamment sous son ministère, parce qu'il permet la fin de la guerre d'Indochine. Il faut dire, entre nous soit dit, on avait été battus. Il faut juste bien négocier la sortie du bourbier. Et surtout,
au Maroc et en Tunisie, l'indépendance de ces deux pays sans que la situation ne dégénère trop. Néanmoins, après une énième crise ministérielle, Mendès France ait été renversé, se déclenche peu de mois après la guerre d'Algérie, le 1er novembre 1954, avec très rapidement des combats assez violents, le terrorisme. Et cette guerre d'Algérie va aboutir à un sursaut, on va dire, momentané qui va déboucher sur le Front républicain. Le Front républicain, c'est quoi? C'est un peu tous ces partis dont je vous parlais tout à l'heure au début de la planche, plus, on va dire, l'aile gauche des gaullistes. Alors l'aile gauche des gaullistes, attention, c'est Jacques Chaban-Delmas. Faut pas non plus... voilà. C'est pas ce qu'on appellera plus tard les gaullistes de gauche. Voilà. Et donc ce gouvernement de Front républicain, enfin plutôt cette alliance de Front républicain, gagne les élections, porte Guy Mollet au pouvoir en 1956. Néanmoins, malgré 1957, pardon, malgré des avancées sociales relativement importantes, dont la 3e semaine de congés payés, Guy Mollet se prend les pieds dans le tapis de la guerre d'Algérie. Il est plus ou moins contraint de cautionner le pouvoir militaire et les tortures qui se mettent en place outre-mer. Et la SFIO va encore plus se fracasser moralement sur cette faillite-là. Non seulement la SFIO perd de nombreux cadres, mais la jeunesse s'en détourne. Donc les événements de mai 58, c'est-à-dire un premier putsch des généraux poussé par la population d'Alger, tout le monde pense que ça va être la guerre civile, ou en tout cas que la République va s'effondrer sur elle-même et que ça va être le chaos. De Gaulle manipule bien tout ça. Les 2 téléfilms qui ont été faits sur lui sont excellents pour le décrire. Donc De Gaulle accède au pouvoir, demande au Parlement de lui permettre de rédiger une nouvelle constitution qui serait selon lui plus adaptée aux enjeux du moment. Et donc, avec Michel Debré, qui est son premier ministre, qui va devenir son premier ministre quand il sera élu président de la République en 1959, vous avez des socialistes, dont Guy Mollet, qui vont participer à la rédaction de la Constitution de la Ve République. Donc la Ve République, la Constitution de la Ve, c'est une constitution à 4 mains de Debré-Mollet. Voilà, pour faire vite et un peu lapidaire. Les événements d'Algérie, c'est-à-dire la guerre et la création de la Ve République, aboutissent à la scission du Parti socialiste autonome à l'automne 58, où partent Daniel Mayer, Robert Verdier, Gilles Martinet et Alain Savary. Le PSA fusionnera 2 ans après avec l'Union de la gauche socialiste et débouchera au terme de cette fusion sur le Parti socialiste unifié, donc en 1960. Le dynamisme à gauche, ou plutôt dans la jeunesse de gauche, à l'époque, elle est portée par des clubs. Il y a plein de clubs qui se créent un peu partout, puisque bien entendu la SFIO est, pour faire vite, un astre mort, et par l'UNEF. Alors l'UNEF est passée récemment à gauche, enfin récemment, à cette époque-là. Et elle est passée à gauche sous l'impulsion des jeunesses étudiantes chrétiennes. Ce sont les jeunesses étudiantes chrétiennes sur un discours anti-guerre d'Algérie, sur un discours implicitement pro-FLN, qui font passer l'UNEF à gauche. Tout comme la JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne, c'est aussi un mouvement de gauche. Voilà. D'ailleurs, nos camarades du MJS travaillent encore régulièrement avec la JOC. Donc l'UNEF passe à gauche avec la GEC. Dans le même temps, vous avez le processus de déconfessionnalisation de la CFTC, la Confédération française des travailleurs chrétiens, qui s'est déroulé petit à petit au cours des années 50 et qui amène au début des années 60 à la fondation de la CFDT, Confédération française et démocratique du travail. Le problème de la gauche, néanmoins, c'est comment s'adapter aux nouvelles institutions. Alors, vous connaissez tous le fameux bouquin de Mitterrand sur le coup d'État permanent. Néanmoins, à la fin, il faut quand même choisir un candidat à l'élection présidentielle, puisque en 62,
De Gaulle a changé la Constitution pour instaurer l'élection du président de la République au suffrage universel. Et c'est dans cette optique, essentiellement, qu'est créée la Fédération de la gauche démocratique et socialiste, la FGDS, qui réunit la SFIO, les radicaux, l'UDSR, donc le petit parti de Mitterrand dont je vous parlais tout à l'heure, et qui aboutit à la candidature de François Mitterrand, qui sera soutenu dès le premier tour par le Parti communiste français, et qui mettra De Gaulle en ballottage en 1965, qui est un coup de tonnerre à l'époque. Tout le monde pensait que De Gaulle allait être élu au premier tour. Mai 68, une impasse et l'urgence de la refondation. La gauche passe à côté de mai 68. L'UNEF, la CFDT, le PSU, pourtant en phase avec le mouvement étudiant et les revendications des ouvriers sur les conditions de travail, échouent à donner au mouvement un débouché politique. Le meeting de Charletti est un échec. Pierre Mendès France veut même pas y prendre la parole alors qu'il est là et tout le monde s'attend à ce qu'il prenne la parole et qu'il donne enfin une direction politique à ce mouvement qui apparaît pour beaucoup de gens quand même désordonné, même s'il est beaucoup plus riche que ça. Et de fait, le Parti communiste français et la CGT, qui ne contrôlent pas le mouvement de 68, s'en défient. Et d'ailleurs, quand la CGT reviendra avec le résultat de la première étape des négociations, il y a aussi des images de l'époque où on voit Segui arriver à la forteresse ouvrière que sont les usines de Renault-Billancourt et se faire souffler par ses propres ouvriers CGT parce qu'ils ne sont pas allés assez loin. Donc la CGT, pour le coup, même par ses propres troupes, est débordée. Bon, on sait ce qui est arrivé au lendemain de 68. De Gaulle, qui avait disparu, revient. Il dissout l'Assemblée nationale. La France qui a peur vote comme un seul homme pour la droite, qui arrive triomphante à l'Assemblée nationale, alors qu'elle n'était pas loin d'être majoritaire en 67. Elle se retrouve à la portion congrue en 68. Et je crois même que Mendès France a perdu son siège à l'occasion des législatives de 68. L'échec électoral ne s'arrête pas là, puisqu'il se continue au présidentiel de 69. Et la gauche sera absente du contour de l'élection présidentielle de 69. Jacques Duclos, qui est le candidat du Parti communiste, fait 21,3%. Defer, qui a décidé de faire un ticket avec Mendès France, moi je serai président, Mendès France sera Premier ministre, fait 5,1%. Voilà. Même Jospin a fait mieux. Et on ne sait pas encore. Et Rocard, qui est candidat, c'est la seule fois où il sera candidat à l'élection présidentielle. Rocard, qui est candidat du PSU à l'élection présidentielle, fera 3,6%, ce qui est à l'époque pour le PSU un score énorme. Voilà. Donc Guy Mollet, qui est toujours secrétaire général de la SFIO, a quand même compris que là on arrivait aux limites de l'exercice, et il est donc décidé à tout faire pour permettre l'unité des socialistes, y compris à faire le sacrifice de sa personne. Et donc ça va déboucher en 69 à la fusion de la SFIO avec plusieurs clubs et une partie du nouveau parti de Mitterrand qui s'appelle la Convention des institutions républicaines, la CIR, à ne pas confondre avec la C6R, qui était une association dirigée plus tard par Arnaud Montebourg, et à mon avis l'allitération n'était pas innocente dans la tête d'Arnaud Montebourg. Donc fusion de plusieurs clubs et d'une partie de la CIR avec la SFIO pour créer en 69 le nouveau Parti socialiste. Alain Savary est élu premier secrétaire et la tâche que se fixe en 69 Alain Savary et le nouveau Parti socialiste, c'est d'abord et avant tout de réduire les écarts idéologiques avec le Parti communiste français pour pouvoir ensuite construire une alliance politique et programmatique avec lui. Néanmoins, dès 69, la stratégie du nouveau Parti socialiste change par rapport à ce qu'était la SFIO, puisqu'il s'agit d'imposer aux élus socialistes, et ça va très mal passer dans plein d'endroits, la stratégie de désistement à gauche. C'est-à-dire, même quand vous avez un communiste qui vous passe devant, eh ben les gars, va falloir appeler à voter pour lui au second tour.
Il y a des endroits où ça a fait très mal. Je dis ça pour les jeunes Valdoisiens qui sont là, mais on a dû perdre à l'époque au moins la moitié des mairies socialistes du département, parce que les maires socialistes n'ont évidemment, à l'occasion d'élections intermédiaires ou d'élections plus importantes, n'ont pas voulu se ranger derrière les communistes au second tour. Voilà, donc ils ont été généreusement exclus du nouveau Parti socialiste. Donc parfois, Lénine a raison, et là pour le coup, le parti s'est renforcé en s'épurant. Mais c'est peut-être la seule fois où c'est arrivé. Voilà. Je vous remercie. Voilà. Évidemment, dans ce qu'on veut mettre en place sur l'école de formation, on a un moment d'échange, si vous le souhaitez, tous ensemble sur ce qu'on vient de voir ensemble. Et la parole est à qui veut la prendre dans la salle. Marie-Noël. Je voudrais dire que d'abord, il faut bien comprendre que mai 68 est précédé par une manifestation. Enfin, il faut voir que le PS et le PC bougent quand même les uns par rapport aux autres. Le PS bouge aussi en fonction de ce que le PC fait. En particulier, il faut savoir que le manifeste de Champigny, les premiers à choisir l'unité de la gauche, n'a pas été les CFIO ou le PSU, ça a été le Parti communiste. Le Parti communiste voulait prendre le pouvoir. Alors certains diront qu'il voulait prendre le pouvoir parce que Moscou voulait affaiblir l'Europe et le camp occidental. D'autres parce que historiquement, il voulait gagner une conquête sociale et manifester leur hégémonie politique dans la gauche du gouvernement. En tout cas, avec Val-des-Crochet, le Parti communiste décide au manifeste de Champigny de faire l'unité des forces de gauche autant faire ce que et en particulier de proposer à des maires PS, de SFIO, de rester maires en ayant un conseil municipal à majorité communiste. Car pour ne pas, par exemple une ville comme Massy était, historiquement, les maires étaient SFIO. Mais avec toute l'évolution des SFIO qui déclinent et du PC qui monte, dans la ville de Massy, le PC devient très nettement majoritaire à gauche. Et la gauche, très nettement, si elle est unique, très nettement majoritaire. Et pour pouvoir entrer et gagner la ville à gauche, le PC a proposé au maire SFIO d'être réélu, c'était ouvert, mais c'est vrai dans plein de communes, d'être réélu avec une majorité communiste. Donc la question de l'unité s'est posée de l'intérieur du PS et de l'extérieur du PS avec ce mouvement du PC. C'est important parce qu'on voit que dans les partis politiques, les choses se passent pas simplement en soi, mais par rapport au cadre dans lequel on est. La deuxième chose, et donc ça va jouer, et ce que tu as dit me paraît très important, sur le débat, on en parlera au moment du Pinay, sur le débat Mollet et Mitterrand. Parce que quelque part, c'est en écho avec ce qu'on entend comme Badilis et nous. Mollet et Mitterrand, Mollet voulait l'unité, mais une unité, il voulait le rapprochement idéologique. Il disait, tant qu'on n'a pas la garantie que le PC est un parti démocrate et qu'on a réglé le problème idéologique de lien avec l'Union soviétique et du Bataclan, on ne peut rien faire avec les communistes. Donc il faut prendre le temps de lever les désaccords idéologiques. On dirait ça aujourd'hui, le débat de l'identité du PS et de la gauche. Et Mitterrand, qui lui, il faut bien dire, n'est pas un idéologue de première culture principale, c'est d'abord un politique, Mitterrand. Lui, il veut que la gauche devienne une pouvoir, et lui, il dit mais on va se rapprocher idéologiquement, il y a des histoires, il y a tout un contexte, etc. Ce qui peut nous unir, c'est d'avoir un programme commun, c'est-à-dire d'agir ensemble pour gouverner. Et donc de poser l'acte en commun, de gouverner, donc de discuter du programme. Et évidemment, une fois qu'on va avoir du programme, on va un peu poser des questions idéologiques. Mais il parle de ce que c'est de l'action.
Ce qui nous amène par exemple aujourd'hui à dire que si on veut délier avec le PS, si on veut le PS retrouve sa place avec ses partenaires, c'est pas tant clarifier l'identité du PS qui est important, c'est qu'est-ce qu'on fait pour réunir la gauche pour gouverner. Donc ça me paraît important à bien repérer. La troisième chose, tu dis, la 5e République a été écrite par Mollet et Lebret. Alors, Mitterrand, que j'avais rencontré à la Chine, m'avait raconté que lui, sa perception du cadre, il m'a raconté. Il me dit que pendant longtemps, Mollet lui a fait croire qu'il ne voterait pas la 5e République. C'est-à-dire Mollet n'avait pas écrit le texte. Mollet voyait, comme beaucoup, les risques de dérive. Bon, c'est vrai que là, quand on regarde le cercle recul, traiter de Gaulle de dictateur et que l'autre il dit c'est pas 70 ans que je vais faire, que je vais prendre une carrière de dictateur, c'est vrai qu'on se rend compte, c'est comme quand on laisse les RSS, enfin, vous voyez, il y avait quand même une disproportion de l'équilibre. Reste que Mitterrand m'a dit que c'est au dernier moment que Mollet a lâché. Et qu'au dernier moment, De Gaulle a fait des promesses à Mollet et qu'il m'a dit que la veille du vote, il est parti se coucher, Mollet lui avait dit qu'il voterait avec lui, contre. Et le lendemain, à 10h, il était pour. Donc, je ne crois pas qu'on puisse dire que Mollet est écrit la 5e. Il a, comme d'habitude, fait de l'opportunisme, sentant que le pouvoir allait dans ce sens-là, il n'a pas voulu être marginalisé hors du champ du pouvoir. Donc ça, en tout cas, ça, je crois que pour le coup, Mitterrand ne m'a pas raconté de bras, parce que ce que j'ai lu par ailleurs tend à confirmer ce point. Alors, je trouve que, mais on en parlera sur l'Europe, c'est aussi intéressant de comparer dans cette période le parcours de Mendes et le parcours de Mitterrand. Parce que c'est deux cultures politiques totalement différentes. Alors, vous avez par exemple traditionnellement des gens comme Moscovici, des gens comme Rocard, qui disent Mendes était un homme intègre, pur. Je vous rappelle que quand même Mendes a refusé d'avoir la majorité du Parlement pour rester au pouvoir avec les communistes. Il était majoritaire, mais il ne voulait pas être majoritaire avec les communistes. Donc le grand Mendes France, homme de plein de qualités vertueuses, était quand même pas fondamentalement un homme de l'union de la gauche. Donc, il était certainement humainement très respectable, mais politiquement quand même bien limité par rapport à cette question militaire, quand même une question qui reste centrale. La deuxième chose, c'est que Mendes a toujours préféré, pour le coup, on tombe un peu dans le débat idéologique, a toujours préféré la pureté des idées à l'efficacité de l'accès au pouvoir. Et ça, on a en permanence ce débat. Jusqu'où on doit faire des compromis avec la vertu politique qu'on pourrait souhaiter et ce qui est nécessaire pour arriver à gagner l'élection. On en parlera en plus pour Guy Mollet, pour Épinay, parce que l'Épinay, c'est fondateur, c'est essentiel, mais c'est la réussite d'une mamie. C'est pas un machin idéologique construit, c'est la réussite d'une mamie. Donc, génial, bien fait, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez toujours eu ce débat et on l'a ressenti avec Jospin. Vous voyez, Jospin, la pureté de la pratique, conclusion, on s'en fout de Taubira et Chevignon. Vous voyez, au motif qu'on a raison, que ce qu'on dit est bien, que c'est honnête, et qu'on ne veut pas faire de compromis avec d'autres, parce que, bah, voilà, on est pur de ses convictions. Lui, dans des courses, eh ben, il n'est pas au deuxième tour. Hein. Donc, il faut bien voir que l'art de la politique, c'est le mix entre la gestion du pouvoir, de l'accès au pouvoir, et des idées, parce que ses propres idées ne sont pas toujours celles, disons, dans les forces de gauche. Moi, je voulais un peu attirer votre attention sur ces points-là, parce que l'autre chose sur Mendes, c'est les mythes. Mendes France, là, vous entendez Moscovici, vous dites qu'est-ce qu'il est européen, c'est Mendes. Il a voté contre le traité de Rome. Et quand vous lisez comment Mendes France a voté contre le traité de Rome.
Et je vous suggère de relire son discours contre le traité de Rome. Alors là, pour le coup, il était visionnaire. Je ne dis pas que politiquement, il fallait être contre l'Europe à l'époque. Mais le diagnostic qu'il fait du traité de Rome, c'est exactement ce qu'on vit. Il vous explique qu'à partir du moment où il y a la libre concurrence qui est mise dans le traité, vous allez avoir du dumping social, que ça va créer des modèles sociaux vers le bas. Il vous explique qu'il y a deux formes de dictature. Alors, bon, évidemment, c'est un peu exagéré. Il y a l'homme providentiel d'un côté, et de l'autre, c'est la captation du pouvoir par des élites techniques qui, prétendant sachant, prétendant compétents, finissent par décider en lieu et place des politiques des choses essentielles que sont par exemple l'économie ou l'industrie d'ailleurs en l'occurrence. Donc, il faut bien voir que dans cette période-là, c'est une période très troublée, très troublée. Rien de très clair. Mitterrand était quand même un vieux politicard de la quatrième, qui faisait des magouilles à chaque élection pour rester ministre à certains moments, etc. Donc c'est important parce qu'il ne faut pas se tromper sur la complexité parfois des choix politiques. Bon, en même temps, Mendes France a fait la décolonisation du Maroc des années 90. Les hommes politiques ne sont pas tout blancs tout noirs dans cette période et je crains que ce soit encore le cas pour une partie d'entre eux, encore que certains vont se demander si ça va être noir. Voilà. Et c'est un peu ce que je voulais vous dire sur le ressenti. Alors sur mai 68, c'est vrai, un truc plus spécifique à mai 68. Le PC, c'est tout de suite méfié mai 68. C'était la thèse, les petits bourgeois font la révolution pour des raisons culturelles, et la classe ouvrière va être le dindon de la farce, parce qu'il y a une thématique politique qui est très forte, toujours, partout. En France, un tout petit peu moins qu'ailleurs, mais quand même, c'est la thématique de l'ordre. C'est le débat entre justice et ordre, entre changement et les ordres. Les gens, ils sont à la fois pour le changement et ils ont peur du désert. Et ça, c'est un gros débat qu'on avait. Moi, j'étais par exemple déjà MJS, quand j'étais toute jeune, dans les années 71. Et moi, je m'engueulais avec les gauchistes. Notamment Cambadélis, le CI. Parce que le désordre n'est pas toujours favorable aux faibles. Mais l'ordre peut aussi l'écraser. Mais par exemple, la révolution, c'est rarement le faible qui, in fine, arrive à se faire entendre. Vous avez souvent une compétition d'élites. Une élite, alors la Révolution française, c'est le truc le plus connu, l'aristocratie qui est basculée par la Révolution bourgeoise. Mais vous avez toujours ce risque que le faible soit entraîné, comme, si je puis dire, marge de manœuvre d'élites qui s'opposent. Donc il y a dans le peuple une certaine perception de ce risque-là, d'être manœuvré dans un désordre qui ne va pas leur profiter. C'est pourquoi la question démocratique, pour limiter qu'elle soit, parce qu'il arrive aussi que la majorité se laisse intoxiquer, on voit bien que les médias d'argent, il y a toujours eu de l'argent, les gens qu'achètent, le noble du coin, le patron du coin qui va expliquer aux ouvriers, si vous ne votez pas pour moi, je ferme l'usine, bon, voilà. Donc tout ça a toujours existé, mais la question démocratique n'est pas seulement une question de luxe, de luxe moral, parce que c'est mieux que les gens puissent s'exprimer, c'est aussi quand même, a priori, ça devrait être une garantie pour que le faible ne soit pas pris en tenaille par des élites qui l'utilisent. Le seul problème, c'est que là, pour que cette démocratie fonctionne comme ça, il faut qu'il y ait une éducation du faible qui puisse prendre sa part de pouvoir et pas le subir. Et ce qui me paraît important, que j'aurais peut-être dû, mais je ne l'ai pas entendu, c'est l'importance qu'a eu pendant toute cette période d'après-guerre ce qu'on a appelé l'éducation populaire. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un champ que beaucoup le mouvement socialiste a porté, d'ailleurs avec une partie des catholiques gauche de l'autre côté, le MRP branche la plus ouvrière. C'est l'idée quand même d'une émancipation par l'école et par la culture, et par l'éducation populaire, qui est un contrepoids.
Voilà, c'est le contrepoint à la question du fait démocratique comme simplement la loi du nombre qui est toujours meilleure, quoi. Or, on le retrouve aujourd'hui, parce que quand vous avez tous les débats sur les gens votent, donc ils ont voté, tant pis, c'est bien, comme c'est voté, c'est démocratique, on voit bien quand même qu'il y a un problème d'autonomie du vote des gens, de la capacité à être citoyen pleinement, à ne pas être intoxiqué par les rapports de pouvoir, par les rapports idéologiques, etc. Et donc, dans cette période-là du Parti socialiste, c'est peut-être ce qui a été plus fécond même quand ça allait mal électoralement, ils avaient les instituts, l'éducation populaire, et dans les bastions ouvriers, par exemple, dans le Nord-Pas-de-Calais, si la SFIO a tenu, un peu par effort, mais peu dans les mines, etc., ça a été essentiellement par l'éducation populaire et les instituts. C'est-à-dire qu'il y avait d'un côté le syndicat qui encadrait, notamment les communistes, une partie des mineurs, et vous avez une autre partie qui était on leur apprend à lire, on leur apprend les formes, on fait des activités d'éveil et d'animation pour les enfants. Et c'est quand même quelque chose d'assez culturel dans le mouvement socialiste français, de porter plutôt cette confiance dans l'éducation et dans l'émancipation par le savoir, par l'éducation. C'est l'originalité du socialisme jaurétien, c'est-à-dire, ça c'est une grosse différence avec la social-démocratie allemande. C'est-à-dire, le socialisme français est un socialisme d'émancipation individuelle dans une dynamique collective. D'accord ? C'est-à-dire, même s'il reconnaît la lutte de classe, il considère que chaque élément de la classe est quand même un citoyen de la République. Donc, un être autonome, qui peut librement faire ses choix, et qui doit être en situation de s'émanciper pour se libérer. Donc c'est un socialisme qui est assez humaniste et individualiste d'une certaine façon, plus individualiste que par exemple la tradition nord-européenne ou la tradition guédiste, qui vise à dire, pour bien défendre la classe ouvrière, il faut qu'elle soit organisée, qu'elle ait un bon chef, qu'elle agisse de manière ordonnée et disciplinée. Donc ces cultures-là proviennent de la tradition républicaine, qui est une tradition où le citoyen est d'abord un individu libre. Et ça a été en permanence une contradiction entre, c'est d'ailleurs ce que disait le PC à un moment, il disait individualisme petit bourgeois. Vous avez le luxe de pouvoir être individualiste. Et ça nous ramène au débat sur la social-démocratie aujourd'hui. Parce que la social-démocratie, on en retient aujourd'hui essentiellement le volet trahison, compromis, etc. Mais en réalité, son histoire, c'est une histoire à la Gued. C'est-à-dire, dans les partis sociodémocrates, il n'y a pas de courant. Dans les partis sociodémocrates, vous avez, ça ressemble beaucoup au centralisme démocratique. Alors, c'est plus démocratique que centraliste par rapport au PC, mais que ce soit au PSOE ou que ce soit au SPD, il n'y a pas de courant, vous ne votez pas pour différents courants. Vous votez pour le mec de votre région que vous trouvez bien. Alors, comme il est plutôt chez les ouvriers, il est plus à gauche que le mec qui est chez les cadres moyens dans les zones urbaines. Mais globalement, vous n'avez pas de débat idéologique fort et ni de débat sur des courants avec des choix individuels. Du coup, vous avez des partis qui sont très habitués à la discipline. Et des partis forts, parce qu'après l'adhésion, elle est liée à votre classe sociale. Donc vous adhérez à la mutuelle, au syndicat, au parti, parce que vous faites partie d'une classe sociale. Nous, ça n'a jamais été ça. Ça a été le citoyen choisit librement le parti auquel il veut. Alors ça commence avec tous les groupuscules de socialos divers et variés, qui s'empoignent sur la demi-boutille de la troisième ligne du communiqué. Mais globalement, c'est quand même cette culture de la rue. Et c'est en cela que moi je trouve que ce qui est dramatique aujourd'hui, c'est que la pensée républicaine de Jaurès est bien plus actuelle que même la social-démocratie dans ce qu'elle était comme le lien avec une classe sociale. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'un certain émiettement, c'est-à-dire que la lutte des classes n'existe pas, mais la conscience d'appartenir à une classe est beaucoup plus faible. Et puis, vous n'êtes plus dans un affrontement aussi simple. Il y a les ouvriers d'un côté, le patronat de l'autre. Bon.
Tandis que le principe républicain, c'est le fondement même du socialisme, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité, partout, jusqu'au bout, de l'usine à la commune, dans toutes les relations sociales, c'est la matrice de ce qu'on veut construire. Et ce principe est plus universel et plus atemporel que ne l'est l'organisation des grandes usines, etc. Donc, quand j'entends tous mes camarades nous vanter la social-démocratie, je trouve que c'est bien l'idée du socialisme jaurétien, avec toutes ces déclinaisons qui ont essayé de se caler dans l'histoire, qui, de mon point de vue, est bien plus prometteur pour notre avenir collectif et colle beaucoup plus à la société française. Et notamment, tout le socialiste a parlé de la commune à un moment. Oui. Le socialisme communard est très révélateur de ça. Plein de petites PME, des ouvriers super qualifiés dans certains domaines, d'autres qui sont très peu alphabétisés. Et la coalition se fait autour de cette idée de la République jusqu'au bout, du citoyen digne, je me dresse contre l'oppression, etc. Donc voilà, je trouve que dans l'histoire, il faut essayer de comprendre qu'on a un socialisme original en France, qui est en particulier matricé par 1789 et par toutes ces déclinaisons qu'au cours du temps, on a essayé d'actualiser. Jaurès d'abord, le CNR ensuite, et même les SFIO avec tous ses défauts, elle avait quand même essayé de garder ce flambeau de la personne humaine comme étant un individu libre et pas seulement le monde du classe sociale. Pour revenir également sur la social-démocratie, ce qui est par ailleurs paradoxal, c'est que la plupart de nos camarades qui aujourd'hui se font le champ de la social-démocratie à la française parlent d'un truc qui n'existe plus. L'organisation social-démocrate que vous décrivez, Marie-Mel, non seulement elle n'a jamais eu pertinence en France, mais en plus par ailleurs elle n'existe plus presque. Et la question c'est qu'en fait ils utilisent un cache-texte qui est la social-démocratie et ils font en fait le social-libéralisme, c'est pas le libéralisme. Pour revenir effectivement sur la partie. En Wallonie, tu peux dire que. Oui, la Wallonie, la social-démocratie existe, effectivement. La Wallonie, c'est la moitié de la Belgique, c'est pas là où Mais sur la période des années 50-60, effectivement, je vous avais dit que non seulement la jeunesse n'était effectivement pas attirée par la SFIO, loin là. Qui avait la fête morale, mais effectivement, je vous ai pas parlé de la création de Lagrange, où beaucoup de jeunes socialistes de l'époque, dont l'un des éminents d'entre eux, au sortir des années 40, qui était Pierre Mauroy, sont partis fonder la Fédération nationale du Lagrange, parce qu'effectivement, ils avaient une idée d'éducation populaire, y compris d'animation socio-culturelle, mais qui permettait après d'ouvrir et d'élargir les esprits des jeunes qui rencontraient sur autre chose, notamment sur la citoyenneté, et qui est toujours vivante avec la Fédération de Lagrange, mais qui existe dans d'autres organisations qui ont par ailleurs beaucoup pris en ampleur également dans les années 50 et 60, que ce soit la Ligue de l'enseignement, les Francas, etc. Sur 58 la rédaction de la Constitution de la 5e République. J'ai été un peu fort en disant que Guimolet avait il est clair que la SFIO, les responsables socialistes de la SFIO ont été associés à la rédaction de la 5e. Il est clair aussi qu'ils ont soufflé le chaud et le froid pendant toute la période de rédaction avec Michel Debré, et qu'ils ont fait semblant de faire le bras de fer, et que sans doute à un moment, De Gaulle, pour qu'ils arrêtent de les faire chier, leur apprendre des trucs qu'ils ont dit, ils ont réellement collaboré à la rédaction de cette constitution. La rupture, et là où la SFIO et Guimolet se rendent compte qu'ils ont été les mains de la farce, c'est quand De Gaulle fait la première révision constitutionnelle et propose l'élection du président de la République au suffrage universel. Et là, ils se disent, ah, mais là, ça change la nature du régime. Effectivement, ça change la nature du régime, comme quand on a fait le quinquennat et la version du calendrier, où pendant un moment, on s'est dit, ah, tiens, on va avoir le Parlement qui est élu avant le président, finalement, on a présidentialisé encore plus nos institutions.
Sur 68, il y a quelque chose qui est important, enfin, l'histoire du développement de la CFDT et la thématique de l'autogestion. Et ce qui apparaît dans le mouvement 68, en dehors de ces jeunes étudiants qui font la révolution tout seuls de leur côté des préoccupations culturelles, c'est que pour la première fois, de manière très marquante dans les revendications des ouvriers en 68, apparaît la question de l'organisation du travail, des conditions de travail, du bien-être au travail et de la dignité du travailleur, et uniquement cette dignité sur est-ce que j'ai un salaire, est-ce que voilà. Est-ce qu'on n'est pas à la chaîne complètement des animaux? C'est vraiment ces questions-là qui apparaissent dans le débat de 68 et qui fait aussi que la CGT, qui est restée un peu sur des schémas relativement anciens de syndicaux, s'est retrouvée en décalage avec une partie des ouvriers de l'époque. Et enfin, il y a une chose que j'ai oublié de dire, qui est très importante, puisque j'avais soulevé sur ce qui s'est passé en 1946. Un des éléments importants de la refondation du nouveau Parti socialiste en 69, c'est qu'on fait l'inverse de ce qui s'est fait en 1946, c'est qu'on a établi les tendances et la représentation proportionnelle. Non, ça c'est Guinée. Non, 69 déjà. 69 déjà. Ah non, parce qu'il y a eu du vote à Épinay, au début du congrès d'Épinay, pour savoir s'il y avait la proportionnelle ou pas. C'était l'amendement Tavini. Il est passé contre toute attente. En majorité, c'est ça. Non, je t'assure, c'était l'amendement Tadei. Et alors, ce qu'il a raison, c'est qu'il y avait quand même différentes tendances. Mais il y avait des motions, mais qui ne rendaient pas automatique la représentation des instances par rapport aux motions. On a toujours voté plusieurs motions quand même. En SFIO, il y a plusieurs motions. Mais il n'y avait pas de lien entre la représentation dans les instances et le vote des motions, puisqu'après il y avait une commission de résolution qui se mettait d'accord sur un texte et qui se mettait aussi d'accord sur une direction. Donc c'était le dominant qui imposait. Tandis que la proportionnelle dans les instances, c'est l'amendement Tadei au congrès d'Épinay. Et c'est ça qui a débloqué, c'est quand je te dis que c'est une magouille, c'est quand ce vote a gagné, Mitterrand avait gagné. Parce qu'à partir du moment où tu avais le vote à la proportionnelle, tu pouvais mettre dans la même majorité le CRS et Guy Mollet. Parce que dans tous les cas de figure, le CRS savait qu'il aurait son pourcentage, et Guy Mollet et Pierre Monroy de fait. Et le CRS savait qu'il ne passerait pas sous les fourches codines. Or, c'est le CRS qui avait les voix qui permettaient de faire basculer la majorité. Je te confirme ce que j'y étais. Voilà. À partir de ce moment-là, la proportionnelle a été un élément qui a permis de faire l'accord politique de longue durée avec Mitterrand, parce que tout le monde se demandait si tout ça allait durer, quoi. Donc le CRS voulait bien faire un accord s'il était sûr de ne pas disparaître le coup d'après. On a eu le débat de 3 heures. Ah bah oui, je suis vraiment expliqué tout bien que... Et on a suivi Guillaume et je voilà, exactement. Donc on commencera à parler avec vous la prochaine fois. C'est pas la magouille. La politique, c'est pas une il reste un quart d'heure. Est-ce que vous avez des questions plus spécifiques avant que je vous développe une partie du programme qui vous attend pour les années à venir? Moi, je peux peut-être dire 2-3 choses. D'abord, premièrement, c'est quand même rare qu'on soit au pouvoir. Donc, on ne peut pas comparer une période où on est dans l'opposition, on a le temps, on a machin, avec une période où on est au pouvoir. C'est pas pour autant que la démocratie d'un parti doit être à géométrie variable. Mais on ne peut pas dire que le passé nous éclaire beaucoup sur l'exercice du pouvoir. Parce que le mode de scrutin a fait que le Front populaire, on dirait que c'est une expérience de gauche, avec tout ce qu'il y avait de complexe, d'abord quant à la période et quant à la nature même de la prise du pouvoir. Mais après, tu te retrouves dans des périodes où tu ne peux pas dire que 58 et toutes ces zones-là, toutes ces années où la SFIO fait des accords avec la MRP, etc. C'est pas comparable à maintenant. Et le mode de scrutin, il est beaucoup. Hein. Donc voilà, tu as déjà l'histoire-là qui va nous servir. En revanche, ce qui mériterait d'être peut-être travaillé, c'est l'évolution des statuts dans le Parti socialiste. Parce que quand même, alors pour avoir vécu quand même une certaine période dans ce parti,
Là, maintenant, on change les statuts tous les 15 jours. Et au gré des majorités. C'est-à-dire, quand ça les arrange, allez hop, on convoque les militants, salut les gars, primaire. Le coup d'après, on ne sait pas si on aura. Les statuts du parti, le seul truc qu'ils ont du mal à remettre en cause, c'est la proportionnelle. Ils sont tentés par le faire et ils essaient de le faire autrement. Par exemple, ils te mettent les premiers fédéraux au Conseil fédéral, au comité directeur, enfin au comité national, au Conseil national. Donc, en mettant les premiers fédéraux, il y a un effet d'amortissement. Il amortit l'effet des courants, puisque les premiers fédéraux, en général, pour être majoritaires, ils sont quand même assez rassembleurs, ils ne sont pas hyper marqués dans leur courant, etc. Et donc, évidemment, les minorités sont sous-représentées dans les premiers secrétaires, par nature, parce qu'en général, c'est quand même toujours une majorité. Donc, on a un vrai souci de la fiabilité de nos statuts, et tu le vois pour le progrès. Normalement, on doit avoir un progrès là. Allez hop, les conjonctures, ben non, on ne sait pas, on va réunir une commission, etc. Et c'est d'ailleurs assez révélateur de l'évolution de la loi dans notre pays. Vous savez, la source clos. On est c'est un débat que les libéraux ont gagné d'une certaine façon. Il y a une certaine illégitimité à la dureté de la loi. Sauf pour le faible qu'il faut contenir. Mais autrement, le marché, c'est plutôt de la négociation, c'est pas la loi qui prime, c'est pas la règle, c'est tu négocies. Donc petit à petit, on s'habitue à ce que la loi soit soft, adaptable. Vous avez même des jeunes, quand ils sont arrêtés, et on vous dit, mais t'as volé le Solex, oui, mais je peux négocier avec le monsieur, je vais vous rendre, etc. L'idée de négocier, donc dans mon statut, c'est idem. Régulièrement, hop, évidemment, tu négocies qu'un rapport de force. Quand tu tiens l'appareil, à la négociation plus favorable, et puis s'il la conteste. Donc ça, c'est vrai que c'est une vraie préoccupation. C'est que le cadre commun dans lequel nous vivons est un cadre qui n'est pas stable. Là, par rapport à notre idéal républicain, le principe de la République, c'est que le cadre est égal pour tous. Et il s'impose à tous. Et si on doit le modifier, on doit le modifier dans des conditions. Si c'est constitutionnel qui n'écrase pas la minorité, si c'est loi, c'est la majorité qui gagne. Et ça, vraiment, c'est grave que nos partis soient arrivés là. Là, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez. Est-ce qu'il faudra que le PS tombe à 5% pour réagir? C'est une hypothèse. Donc, la semaine prochaine, vous aurez le camarade David Collat, qui est économiste, professeur des universités, qui participe au rassemblement des regroupements des économistes atterrés, qui viendra plancher devant vous sur les origines des crises économiques internationales, accidents ou logique du système. Et la semaine d'après, le 13 octobre, Marie-Noël vous consacrera une soirée pour vous parler de la réforme territoriale, progrès ou danger pour la République. Ça, ce sont les trois formations dont vous avez eu connaissance depuis maintenant une bonne dizaine de jours. Je vous ai distribué le programme du dernier trimestre 2014 qui, lui, maintenant est fixe. Avec les questions institutionnelles qui seront traitées normalement par Emmanuel Morel le 3 novembre, l'évolution du droit du travail, la question du dialogue social par Étienne Collin, qui est avocat en droit social, le 17 novembre. La suite de l'épisode numéro 1 d'aujourd'hui, je reviendrai en deuxième semaine, le 24 novembre. François Lafont, qui est un camarade de l'Ariège, qui montera spécialement à Paris pour vous parler de la gauche et de la construction européenne, repères et concepts. Et nous terminerons l'année avec Rémi Lefebvre, en partie notamment sur les questions qu'on a un peu abordées tout à l'heure très rapidement sur socialisme républicain, social-démocratie. Et puis aussi les questions de sociologie de l'électorat et est-ce que les classes sociales... Bref, voilà. Sans vous donner de programme établi pour 2015, mais on a d'autres sujets qui sont bien entendu prévus sur les politiques de relance, sur la politique sociale,
On va creuser encore les questions de construction européenne, sur les échanges commerciaux internationaux, la politique étrangère, les politiques de défense, l'histoire du syndicalisme et du mouvement social, l'histoire des gauches du parti, qui ont été très différentes au cours depuis Épinay, les unes des autres. L'égalité et la redistribution comme axe pour les questions fiscales. Les questions sur le monde, enfin sur la finance, est-ce que c'est encore vraiment notre ennemi et comment on peut le combattre? Voilà. Des questions sur l'environnement, la transition écologique, les droits salariés, les politiques du logement, la laïcité, la bataille culturelle, etc., etc. Donc c'est un programme ambitieux et riche qui pour 2015 n'est pas encore fixé en termes de date, mais nous espérons vous voir encore de plus en plus nombreux et j'espère dans des conditions d'intervention moins artisanales, mais on fera mieux la prochaine fois. Je vous souhaite une bonne soirée, rentrez bien chez vous et faites de la pub autour de vous.